Donc en fait, les deux sont sécurisés de la même manière. Ce qui veut dire que vous fassiez vos opérations bancaires sur votre téléphone portable ou sur votre PC, vous bénéficiez des mêmes protections. Et nous les mettons à jour régulièrement pour être sûr d'offrir à nos clients la meilleure sécurité sur leurs opérations bancaires. Donc oui, la banque sur votre mobile est très sécurisée. Il n'est pas possible de voler des données bancaires sur un smartphone sur lequel l'application ING Banking serait installée, tout simplement parce qu'elles n'y sont pas stockées. On peut faire la différence avec une application de gestion d'email par exemple. Elle va récupérer vos emails et les garder sur votre smartphone pour que vous puissiez y accéder n'importe quand. L'application ING fonctionne différemment. En fait, c'est une sorte de porte, une porte très sécurisée, mais qui va simplement aller chercher les informations chez ING pour vous les montrer. Mais quand vous la coupez, il n'y a rien qui est enregistré en fait. Et ça, c'est une sécurité supplémentaire. Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler qu'on doit aujourd'hui protéger son smartphone avec un code. Mais l'application mobile ING, elle aussi, est protégée par un code. Donc si vous perdez votre téléphone, personne ne peut y accéder. Vous pouvez aussi, si vous perdez ce téléphone, bloquer votre application à distance via Homebank ou en prenant contact avec ING. Et puis, je dirais une troisième sécurité. Aujourd'hui, tous les fabricants de smartphones permettent de localiser, voire de bloquer son smartphone à distance. Donc non, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous recevoir dans ce webinaire sur la sécurité de nos smartphones. Parce que nos smartphones, ils sont toujours avec nous. Nous le regardons quelques fois par jour, voire des dizaines de fois par jour, et ils nous connectent sur le monde. Nous organisons notre vie pratique là-dessus. Dans ce webinaire, pendant 45 minutes, nous allons vous parler de plusieurs thèmes. D'abord, on va regarder comment sécuriser l'appareil. On va regarder aussi comment on peut utiliser des apps qui vont nous aider. Et en troisième lieu, on va parler des apps de la fraude qui se passe sur les téléphones. On a un petit souci pour passer au slide suivant, donc ça c'est embêtant, mais je peux déjà vous parler de l'organisation pratique de ce webinaire. En fait, nous avons ouvert le chat privé et donc vous pouvez poser vos questions dans le chat privé, mais uniquement sur le déroulement du webinaire. Donc, est-ce que vous avez des problèmes de son ou d'image? Demandez-le dans le chat et nos équipes techniques vont vous aider pour résoudre ça. Vous avez déjà envoyé beaucoup de questions dans l'inscription, dans le formulaire d'inscription, et nous allons aborder ces différents sujets. À partir de demain, vous allez recevoir un lien pour revoir le webinaire. Donc, vous pouvez le revoir à votre aise et même le partager avec des amis ou avec votre famille. Après le... oui, là, je suis un peu perdu sans mes slides, mais Après le webinaire, vous pourrez recevoir un questionnaire, on vous en reparlera à la fin. Et Danny disait, quand les équipes techniques seront là pour vous aider, si vous avez un problème technique, mais je pense que pour l'instant, ils sont juste en train de regarder pour régler le leur de problème technique qui, qui maintenant est réglé. Désolé pour ce petit intermédiaire. Danny. Voilà. Merci Alexandre. Donc, je suis ici avec notre expert en fraude, Alexandre Plubinage. D'abord, avant de vraiment commencer, qu'est-ce que tu penses de la sécurité en général sur nos smartphones? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais qu'aujourd'hui, le smartphone est très bien sécurisé. On a deux principaux leaders sur le marché. Il y a ceux qui sont sous Android et ceux qui sont sous iOS. J'ai la chance d'avoir les deux. Ça a beaucoup évolué. Je veux dire qu'il y a quelques années, il y avait encore pas mal d'histoires de soucis de sécurisation. Aujourd'hui, autant Google avec Android qu'Apple prennent la sécurité très au sérieux. En revanche, il y a un élément important à comprendre. C'est un petit peu comme les voitures. Je veux dire que dans le temps, la sécurité des voitures a considérablement augmenté avec les airbags, l'ABS, la ceinture de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on doit conduire de manière irraisonnable. Eh bien, avec un smartphone, c'est la même chose. Le smartphone, par défaut, est sécurisé. Après, c'est la manière dont on va l'utiliser qui va garantir cette sécurité. OK.
Bon, je propose que nous commençons directement avec les premières questions que nous avons reçues. Plusieurs personnes ont demandé s'il y a une manière de débloquer son smartphone plus sûre qu'une autre. Et Damien, par exemple, nous demande si la reconnaissance faciale est souhaitable. Alors, d'abord, oui, il y a plusieurs manières de débloquer son téléphone. Mais avant de dire ça, il faut déjà commencer par avoir un code ou une manière de sécuriser son smartphone. Aujourd'hui, ne pas avoir de sécurité sur son smartphone, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'ouvrir sans rentrer un code, ça n'est absolument pas prudent. Ensuite, il y a différentes manières d'utiliser la sécurité. Alors, on a 3 exemples à l'écran à l'instant. Le petit dessin que l'on peut faire en joignant des points, c'est déjà une sécurité, c'est bien. Mais soyons clairs, si quelqu'un est assis à côté de moi dans le train ou dans le métro, alors évidemment avec le Covid aujourd'hui, c'est plus beaucoup le cas, mais en imaginant, ou dans un endroit public, c'est assez facile de voir le dessin que vous faites. Et donc, si quelqu'un ensuite, après, récupère votre smartphone, il y a des chances qu'ils connaissent le code. Donc, c'est bien, mais il y a mieux. Le code, par exemple. Dans le deuxième écran, on voit le code à plusieurs chiffres. On peut aller jusqu'à 6 chiffres aujourd'hui. Ça garantit déjà pas mal la sécurité. Mais aujourd'hui, tous les smartphones, et je dis récents, mais déjà un petit peu anciens aussi, permettent d'utiliser ce qu'on appelle les sécurités biométriques, à savoir la reconnaissance faciale, mon empreinte digitale. Et ça, personne ne peut le copier. Donc, activer ça, c'est encore plus sûr. Si dans le train, je vais débloquer mon téléphone avec la reconnaissance faciale, par exemple pour ce modèle-là, personne ne peut reproduire ça après que je l'ai fait s'il était en train de regarder ce que je faisais. Donc c'est mieux. Et donc oui, Damien, la reconnaissance faciale, comme l'empreinte digitale aujourd'hui, sont des moyens très très sécurisés de protéger son téléphone. Ok. Nous avons aussi eu beaucoup de questions de personnes se demandant quoi faire si leur téléphone portable était perdu ou volé. Alors oui, et je pense qu'on va y revenir parce que sur plusieurs sujets, quand on a préparé ce webinaire, on l'a vu, la perte du téléphone, et c'est vraiment un élément qui est difficile. Tu le disais, Dany, en introduction, on a tout dessus et on fait tout avec aujourd'hui, mais il y a des moyens de protéger son téléphone. Alors, le mieux étant de ne pas le perdre, on est bien d'accord, mais en revanche, il y a aujourd'hui sur les 2 plateformes, sur Android et sur iOS, sur iPhone, la possibilité, de localiser son smartphone. Donc c'est quelque chose qu'il faut juste activer et vous pouvez localiser votre téléphone. Si vous le perdez ou si vous l'égarez, eh bien en passant par le site d'iCloud pour Apple ou le site de Google, vous savez localiser le téléphone. C'est déjà pas mal. Mais vous pouvez aussi, grâce à cette application, envoyer un message sur l'écran de votre téléphone en disant « j'ai perdu mon téléphone, merci de m'appeler à ce numéro », comme ça on peut se convenir d'un endroit pour que je puisse le retrouver. Et encore mieux, cette application permet de bloquer le téléphone à distance. Si on pense qu'il a été volé, eh bien à distance, on peut dire ok, tu le bloques complètement, tu peux même l'effacer à distance. Donc c'est quelque chose aujourd'hui, je pense qu'il faut l'activer, c'est gratuit, c'est là, c'est juste bouger un petit bouton et ça permet quand même de bien sécuriser son téléphone et ses données en cas de perte. Très clair. En fait, une autre question que Patrick nous a demandé, mais il n'était pas le seul. Il nous demande si un iPhone est plus sûr qu'un téléphone Android. Et je te vois déjà rigoler. Il faut savoir que moi, je suis plutôt Android. Alexandre est plutôt iPhone. Et on reste amis quand même. Non, je vais donner une réponse d'expert et pas une réponse de passionné. Non, il faut être honnête aujourd'hui. Les 2 sont aussi sécurisés. Là où ça diffère, et sans dire qu'il y en ait un plus sécurisé que l'autre, c'est dans la philosophie qu'ont adapté les deux marques. Apple a décidé que ces téléphones étaient bloqués et on ne peut aujourd'hui installer une application qu'à partir de l'App Store. Il y a un certain nombre de choses, en fait, on ne peut faire avec son téléphone iOS que ce qu'Apple nous autorise à faire. C'est la réalité. Mais c'est aussi une sécurité. Google a décidé de laisser plus de liberté à ses utilisateurs. Ça veut dire que évidemment, on doit toujours, et on va en reparler dans une seconde, télécharger les applications sur les App Store officiels, mais on peut aussi ne pas le faire. Évidemment, les App Store non officiels sont les App Store non contrôlés, sur lesquels, on le sait aujourd'hui, un certain nombre des applications ne sont absolument pas sûres du tout. Donc, oui, dans un sens, on peut prendre un risque supplémentaire en utilisant un téléphone Android, mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que le téléphone va toujours vous dire « Attention, vous sortez des limites, vous sortez de l'App Store officiel, est-ce que vous êtes sûr de vouloir le faire ?» Et grâce à ça, finalement, on bénéficie de la même sécurité. Donc, je dirais aujourd'hui, les 2 téléphones, les deux plateformes sont aussi sécurisées si on reste sur les App Store officiels. Et
je dois avouer que la plupart du choix se trouve là et il n'y a pas vraiment de nécessité aujourd'hui d'aller ailleurs que là. Donc en faisant ça, c'est la même chose. Mais je voudrais rajouter quelque chose dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, c'est le fait d'effacer les applications que l'on n'utilise plus. Ça a d'abord un intérêt parce que ça va permettre de faire de la place sur son téléphone. C'est déjà une bonne chose. Mais il faut savoir que les études récentes montrent que 60% des applications qui ne sont plus sur les App Store, parce que trop vieilles, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas bien sécurisées ou qu'elles utilisaient nos données de manière pas très juste, eh bien ces applications sont toujours sur les téléphones. Donc en effaçant l'application qu'on n'utilise plus, on se protège parce que si jamais, quand j'en ai besoin, je la retélécharge, elle est là de toute façon, qu'on l'ait payée ou qu'elle soit gratuite, on ne va pas la repayer pour la retélécharger de toute façon, donc ça ne changera rien. Mais si à ce moment-là, elle n'est plus sur l'App Store, il y a une raison, vous ne pourrez pas la télécharger et c'est pour votre sécurité. Ok. Et l'antivirus, on a reçu beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que le moment est venu d'installer ou d'activer un antivirus sur le smartphone? Je pense que la partie importante dans ta question, c'est est-ce que le moment est venu? Je dois avouer qu'il y a encore 1 an, 2 ans, j'aurais dit absolument pas. Non. Aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement regarder ça. Malheureusement, nous sommes sur les smartphones et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire là aussi. Le smartphone est devenu central dans notre vie. Les fraudeurs, les cybercriminels le savent. Évidemment, développent de plus en plus de virus pour nos smartphones. Donc oui, je pense qu'il est sain de réfléchir à la question d'un antivirus sur son téléphone. Alors certains téléphones l'offrent par défaut dans certains cas de figure. À vous d'aller voir. Dans certains cas aussi, parfois, on ne le sait pas toujours, mais l'antivirus que l'on a ou la solution d'antivirus que l'on a sur son téléphone, son ordinateur à la maison est aussi valable pour un smartphone. Donc si vous avez un antivirus sur votre PC à la maison, regardez s'il n'y a pas moyen aussi de l'installer sur votre smartphone. Ok. Si maintenant j'installe tous mes apps de l'App Store officiel, tous ces apps doivent être mis à jour aussi. Alors oui, c'est une très bonne question, c'est très important. Télécharger une app sur l'App Store, c'est obligatoire, mais il faut les garder à jour. En fait, il faut tout garder à jour. Je le disais tout à l'heure, autant Apple que Google pour Android travaillent beaucoup à la sécurité. Ça veut dire qu'en permanence, ils améliorent, ils découvrent des choses qui pensaient être sécurisées au départ et qui finalement pourraient être utilisées contre nous. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Très rapidement, la plupart du temps, ils vont mettre une mise à jour à notre disposition. Mais cette mise à jour, c'est à nous de l'installer. Alors, il y a 2 façons de faire. Soit on y va très régulièrement et on fait manuellement les mises à jour, soit, et ça c'est mon conseil, on demande au téléphone de les faire automatiquement. Avec peut-être une petite remarque quand même là-dessus, parce que si je lui dis fais-les automatiquement tout de suite, peut-être que je ne suis pas sur un réseau Wi-Fi à ce moment-là et qu'il va commencer à télécharger des applications très lourdes sur les données de mon opérateur téléphonique et ça peut me coûter cher. Donc il y a moyen sur les deux téléphones aujourd'hui de dire oui, les mises à jour automatiques, mais uniquement sur le Wi-Fi. Et c'est-à-dire que quand vous rentrerez chez vous le soir, il va faire ses mises à jour. La même chose pour les sauvegardes. Activez les sauvegardes automatiques parce que, on le disait tout à l'heure, si on perd son téléphone, on peut le bloquer à distance. L'avantage d'avoir une sauvegarde, c'est que si on a un autre téléphone ou qu'on rachète un téléphone, on peut réinstaller tout ce qu'on avait avant. C'est quand même super pratique. Avant de passer dans la deuxième partie, on a reçu aussi quelques questions que je trouve assez intéressantes. Donc la première question, c'était qu'est-ce que l'authentification ou identification à 2 facteurs et comment ça marche? Alors, comme son nom l'indique, l'identification à 2 facteurs, c'est le fait d'utiliser 2 facteurs différents pour vous authentifier. Celui que vous faites déjà quand vous mettez votre lecteur de carte dans votre lecteur de carte pour vous connecter à votre banque, c'est un deuxième facteur. Le premier, ce sont les codes qui sont sur la carte. Ça, c'est un facteur. Vous avez le deuxième. Étant donné qu'ils sont faits avec 2 systèmes différents, on estime que les fraudeurs ou les hackers ne vont pas avoir accès facilement aux 2 systèmes. Mais ça marche partout. Sur votre compte Facebook ou votre email, que ce soit un iCloud ou un Gmail ou quel qu'il soit d'ailleurs, on peut activer l'authentification à 2 facteurs. Ça veut dire que mon mot de passe, que je connais, c'est mon premier facteur. Mais par exemple, je vais recevoir un SMS sur mon téléphone avec un code que je rentrerai sur l'écran. Ça, c'est le deuxième facteur. Et c'est important parce que si je perds mon mot de passe, peut-être pas moi d'ailleurs, si
LinkedIn se fait pirater et qu'ils perdent des mots de passe. Et puis, pas de bol, j'avais tendance à utiliser le même mot de passe partout, ce qui n'est pas recommandé, mais on sait que c'est que ça se passe souvent comme ça. Si quelqu'un venait à utiliser ce mot de passe contre moi, il ne reçoit pas le deuxième facteur, puisque le site, prenons Facebook par exemple, a mon numéro de téléphone. Donc quand on va utiliser le mot de passe, eh bien, il va envoyer le code ou ça sur mon téléphone, et uniquement sur mon téléphone, pas celui du hacker. Et donc ça me permet, de savoir qu'il y a un truc bizarre, parce que je ne suis pas en train d'utiliser mon Facebook, c'est intéressant, et deux, ça évite que l'autre personne puisse rentrer sur votre compte à votre place. Donc il faut activer l'authentification à deux facteurs partout? Ah oui, partout. Allez, partout où on peut. Et à vrai dire, aujourd'hui, c'est possible quasiment partout. Tous les médias sociaux le font, tous les fournisseurs de solutions d'email le font. Et encore d'autres, je veux dire même Amazon le fait. Enfin, beaucoup de sites aujourd'hui de vente en ligne le font. Et c'est très simple à faire. Je vais pas, parce qu'il y a évidemment il y a des procédures qui sont peut-être un petit peu différentes suivant le site. Allez sur Google, si vous tapez authentification à deux facteurs, Facebook, Gmail, vous allez trouver parfois des vidéos, parfois des écrans qui vous expliquent étape par étape comment l'activer. C'est super facile et on ne le fait qu'une fois. Je le conseille. Ok. Une autre question, que faire si je ne reçois plus les mises à jour de sécurité sur mon téléphone portable? Ça, c'est une question compliquée. Je ne vais pas vous dire, achetez un nouveau. Ça coûte cher, un téléphone. Donc, on a effectivement là un problème. Il y a un choix à faire. Donc, aujourd'hui, ce que je conseille, c'est quand on achète un téléphone, c'est de regarder, parce que les constructeurs le disent, combien de temps vous allez pouvoir recevoir des mises à jour. C'est intéressant. Et tous les constructeurs n'offrent pas le même temps de mise à jour les uns que les autres. Donc, ça peut être un facteur de choix quand vous choisissez votre téléphone. La même chose quand vous achetez un téléphone d'occasion. Si c'est un téléphone d'occasion qui a 1 an, on va encore recevoir des mises à jour. S'il a déjà 5 ans ou 10 ans, il y a des questions à se poser. Donc, effectivement, le mieux, étant donné que toute notre vie est sur ce téléphone, c'est de réfléchir si on ne veut pas investir dans un autre téléphone. Si ce n'est pas le cas, on va aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire avec ce téléphone. Ok, très clair. On a reçu une question de Ladislas sur les mots de passe. En fait, il s'interroge sur qui se passe si on perd son smartphone. Alors oui, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça me permet d'introduire la seconde partie de cette présentation sur les applications qui vont me permettre de sécuriser ma vie sur mon smartphone. Et la première, c'est une très bonne question, Ladislas, les mots de passe. Il y a plein d'applications qui permettent de retenir mes mots de passe. Je ne vais pas les nommer, elles sont très connues, il suffit d'aller voir sur Internet, mais aujourd'hui, et ça c'est moins connu, autant Android que iOS, que l'iPhone, permettent de faire cela. C'est-à-dire qu'ils vous permettent aujourd'hui, ils ont tous les deux une application qui va permettre, de vous proposer des mots de passe complexes, plus complexes que ceux que nous avons l'habitude de créer, ils vont les retenir pour nous. Donc, ils vont les retenir dans un endroit sécurisé, fermé et sécurisé en général avec un deuxième facteur, donc mon empreinte digitale ou ma reconnaissance faciale et un mot de passe de toute façon. Ils vont aussi nous les proposer. C'est-à-dire que quand je vais aller sur le site pour lequel il a retenu un mot de passe, eh bien, il va me dire « J'ai un mot de passe pour ce site, est-ce que tu veux l'utiliser ?» Oui, d'abord, tu valides. Tu mets ton empreinte digitale, tu as reconnaissance faciale, tu mets ton mot de passe. Quand même, il y a une sécurité. Et puis, la dernière chose qui est intéressante à voir, parce que c'est très récent, en tout cas pour iOS, ça a été introduit au mois de septembre. Aujourd'hui, autant Google que Apple vont aller vérifier si les mots de passe qu'ils connaissent de vous ont aussi fuité quelque part sur Internet. Donc si un site Internet a perdu des données comprenant votre mot de passe, ils vont aller vérifier à votre place et ils vous donneront l'information. Donc quand vous allez l'utiliser, attention, ce mot de passe, il a été perdu. On voit ici sur l'écran du milieu le check-up mot de passe pour Google qui dit, voilà, j'ai fait un test, tes mots de passe sont bien. Si ce n'était pas le cas, il me dirait lequel et il proposerait de le changer. C'est pratique parce qu'on n'est pas informé quand il y a une perte de données. Et au moins, on sait qu'on doit changer son mot de passe. Donc là aussi, pensez à l'activer, c'est très pratique et ça permet surtout d'avoir des mots de passe différents et complexes, ce que l'on ne fait pas naturellement aujourd'hui. Ok. On va passer maintenant sur notre app d'ING, ING Banking.
Beaucoup de personnes se demandent si, ou en tout cas certaines personnes se demandent si leur application de banque sur le smartphone est vraiment sécurisée. Et surtout, on revient toujours sur la même question, que faire quand on perd son téléphone? Est-ce que quelqu'un peut accéder au compte s'il trouve mon téléphone? Ok. Alors, je vais d'abord répondre à cette question-là parce que je pense que c'est la plus importante. Non. Si vous perdez votre téléphone, personne ne peut accéder à vos comptes. Et d'ailleurs, en préparant ce webinaire, on a vérifié, on n'a jamais eu le cas, et ça fait combien? Ça fait 10 ans qu'on a une application mobile aujourd'hui. Ça n'est jamais arrivé. Il y a certainement beaucoup de gens qui utilisent ING Banking qui ont perdu leur téléphone. Personne n'a jamais perdu de l'argent à cause du fait qu'il ou elle avait perdu son téléphone. Donc ça, il faut casser la patte de cette conviction. Elle est fausse. Et elle est fausse pourquoi? Parce que nous ne stockons aucune information sur le téléphone. C'est ce qu'on disait dans la vidéo d'introduction que vous avez regardée il y a une vingtaine de minutes. Il n'y a rien sur le téléphone par rapport à vos comptes bancaires. L'application, c'est une porte sécurisée, une porte très sécurisée qui donne accès à nos serveurs. C'est exactement la même chose. En fait, elle fonctionne de la même manière que votre PC Banking. Vous utilisez votre navigateur Internet, que ce soit Chrome, Safari, Firefox. Vous vous identifiez sur nos serveurs et puis vous pouvez faire vos opérations, regarder vos comptes. Eh bien, l'app fait la même chose. Ça n'est pas ce qu'on expliquait aussi dans la vidéo comme une application d'email, par exemple, qui, elle, va garder les informations sur votre téléphone. Là, il n'y a rien de stocké. Donc, si vous perdez votre téléphone, il n'y a pas moyen d'accéder à vos comptes. Et d'ailleurs, vous pouvez même faire le test. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Prenez votre téléphone, désactivez Internet et le data. Donc, vous le coupez, vous le mettez en mode avion et ouvrez l'application ING Banking. Vous n'irez nulle part. Parce qu'il n'y a rien dans l'application sur le smartphone. Alors, de toute façon, cette application, elle est aussi sécurisée par des codes, on en a parlé tout à l'heure, et je recommande là aussi d'activer la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, parce qu'encore une fois, si je suis en train de regarder mes comptes bancaires dans un lieu public, c'est plus sûr, parce qu'au moins personne ne peut voir mon code, et si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, cachez votre code. Malheureusement, et là je vais faire un petit aparté, mais même quand on fait ses achats, quand on va faire ses achats dans une grande surface et qu'on paye avec sa carte et qu'on met son code, je vois encore malheureusement beaucoup de gens qui ne cachent pas leur code. Faire son code comme ça, c'est offrir le code aux gens qui sont autour. Mettez votre main au-dessus et cachez-le. La même chose pour l'application, et encore, l'empreinte digitale, c'est de toute façon plus sûr. Et puis, si vous avez perdu votre téléphone, vous pouvez le bloquer à distance. On en a parlé tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi bloquer l'accès à nos serveurs à partir de ce téléphone, vous-même 24 heures sur 24, en allant dans votre PC Banking ou en contactant notre call center, voire en allant dans votre agence. Donc, c'est pour ça que je disais au départ qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu le cas. Les protections qui sont mises en place évitent ce genre de cas de figure aujourd'hui. OK. Et on parle ici de la nouvelle app, en fait. Donc, pour les personnes qui ne le savent peut-être pas encore, mais donc on avait une app qui s'appelait Smart Banking et maintenant c'est ING Banking. Ça offre la même fonctionnalité, mais maintenant Smart Banking est fin de vie et ne devrait plus être disponible sur les App Store d'ailleurs. Donc pour les personnes qui ne seraient pas encore passées dans ING Banking, c'est vraiment le moment de le faire maintenant. On va laisser un peu ce QR code à l'écran. Vous pouvez utiliser la caméra de votre smartphone pour scanner ça. Il ne faut rien faire de spécial dans votre caméra. Ça va s'ouvrir automatiquement et vous allez arriver sur une page qui peut aller vers le store de Android ou d'Apple pour télécharger la nouvelle version. On va laisser un peu ça à l'écran. Pendant la préparation de ce webinaire, on a été fort surpris par le nombre de questions qu'on a reçues sur It's Me et surtout sur la sécurité d'It's Me. Et donc, avant de laisser parler de ça, Alexandre, et de nous expliquer de ça, peut-être intéressant à dire, et ce n'est pas que pour It's Me, mais ici, ça a été beaucoup dans la presse, It's Me est utilisé par les fraudeurs comme marque connue pour essayer d'attirer des victimes. Un peu comme avant, ils utilisaient toujours l'identité des banques. Donc, ça ne veut pas dire que les banques ne sont pas sécurisées, comme ça ne veut pas dire qu'It's Me n'est pas sécurisé, c'est juste parce que c'est très populaire et donc les fraudeurs utilisent cette identité-là, mais c'est complètement séparé de la sécurité tant des banques que de l'application It's Me. Oui. Et d'ailleurs, It's Me est devenu très populaire avec le Covid Safety Kit. Évidemment. On l'utilise aujourd'hui
aujourd'hui pour créer son Covid Safety Kit. C'est aussi pour ça que les fraudeurs utilisent la marque d'It's Me. Ça ne veut pas dire qu'It's Me ne soit pas sécurisé. Mais donc alors, Alexandre, peut-on faire confiance à la sécurité d'It's Me? Alors, oui, et je dois avouer que ça m'a aussi étonné de voir ça. La sécurité, c'est l'ADN d'It's Me. It's Me ne fait que ça. It's Me fait de la sécurité. Donc oui, c'est sécurisé. Alors, je sais que ça peut paraître moins sécurisé, par exemple, que son lecteur de carte et sa carte bancaire, parce que c'est très simple à utiliser. Mais il ne faut pas faire cet amalgame-là. C'est incorrect. Penser que parce que c'est très facile, c'est moins sûr, ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple dans une seconde par rapport à la lutte contre la fraude. Aujourd'hui, on l'utilise pour tout. Alors, pour les impôts, avec TaxonWeb, on l'a vu pour le Covid Safety Kit, mais c'est aussi une façon simple de se loguer à sa banque en ligne. Et j'ai envie de dire, c'est même pratique parce qu'on ne doit pas avoir son lecteur de carte partout quand on est en déplacement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans It's Me, et ce qui fait que, d'abord, je l'utilise, mais aussi je le conseille très fort, y compris dans les formations de lutte contre la fraude, It's Me vous explique ce que vous faites. Si vous regardez un petit peu la copie d'écran qui se trouve maintenant dans la présentation, on parle d'un transfert de 130,08 € vers un bénéficiaire qui est identifié. Cette information-là, elle va vous permettre de voir s'il y a quelque chose d'anormal. D'abord, ça vous permet de vérifier que vous faites le bon paiement. Si vous vous êtes trompé d'un chiffre ou d'un zéro, ça peut arriver, on l'a déjà vu, là, vous pouvez le voir. Donc avant de confirmer, vous pouvez refuser et puis recommencer. Il n'y a pas de souci. Mais dans les cas de fraude, ce qui se passe, c'est que le fraudeur va essayer de vous raconter une histoire de, voilà, votre PC banking est bloqué, ou enfin, il y en a plein, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais au moment où vous allez utiliser votre écran It's Me pour confirmer ce que vous pensez faire avec la personne qui se fait passer pour votre banque ou pour un autre service d'ailleurs, vous allez voir que quelque chose est illogique, que ça ne colle pas. Si je vous dis, vous avez besoin de vous identifier, on va rentrer, mais j'ai besoin de savoir que c'est vous, pour être sûr que, parce que voilà, il y a des données qu'on va échanger maintenant, donc pour être sûr que c'est vous, j'ai besoin que vous identifiez sur It's Me. Ah, vous ouvrez It's Me et là, vous voyez, voulez-vous signer cette transaction de 2 000 €? Wow, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous arrêter. Et en plus, si là, comme vous le voyez sur l'écran, vous cliquez sur « Refuser », il n'y a pas de transaction. Vous n'avez rien perdu. Je vous conseille quand même d'appeler la banque parce qu'il y a une tentative de fraude et donc la banque peut aller regarder et peut-être trouver le fraudeur et voir si d'autres clients ont pu être victimes. Mais pour vous, en appuyant sur « Refuser », vous n'avez pas perdu d'argent. Donc je pense qu'aujourd'hui, outre le fait que c'est sécurisé, que c'est facile à utiliser, c'est aussi une arme formidable pour se rendre compte que peut-être on a affaire à un fraudeur à un moment où on ne s'y attendait pas. Ok. Et donc tu utilises partout où c'est possible? Alors moi, oui, effectivement, je l'utilise aujourd'hui de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu me poses cette question. Depuis quelques temps, quelques jours, quelques semaines maintenant, It's Me permet aussi de payer sur des sites de vente en ligne. Donc vous allez voir de plus en plus, tous les sites ne l'ont pas encore, toutes les banques l'implémentent doucement, c'est très très récent. Mais bientôt, quand vous allez acheter en ligne, si vous le faites, vous verrez le logo It's Me. Je vous recommande de l'utiliser parce que c'est une façon sécurisée de vous identifier. D'ailleurs, allez, petite histoire, le nom It's Me, c'est l'ADN de l'application. C'est une application qui permet de valider que c'est vous et uniquement vous. Ce qui est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, là, j'ai 2 téléphones, parce que ça m'aide, moi, justement, pour ce genre de présentation. Je n'ai It's Me que sur un téléphone. Parce que, par sécurité, on ne peut y avoir qu'un moi et il peut y avoir qu'un téléphone qui peut vérifier que c'est moi. Je ne peux pas l'utiliser sur 2 téléphones non plus. Okay. Bon, tu as dit que c'est une arme contre le phishing. Bon, il y a du phishing un peu partout. Et donc, Nathalie nous demande comment puis-je être informé des messages de phishing qui circulent? Est-ce qu'il y a un moyen? Eh bien, Nathalie, oui. Et j'ai une super nouvelle pour vous parce que c'est tout frais. Ça vient de sortir. Ça a été lancé en novembre par Miguel de Broecker, qui est directeur du Centre pour la cybersécurité en Belgique. L'application SafeOnWeb. Je vais en parler. Entre-temps, je vous conseille vraiment d'aller sur les App Store officiels, s'il vous plaît, et de la télécharger. C'est génial. Cette application permet, la chose la plus intéressante, et vous le voyez maintenant à l'écran, ça vous permet de recevoir des alertes. C'est comme quand vous recevez un message, un SMS ou un message sur WhatsApp. Mais ces alertes-là vont vous dire, tiens, en ce moment, on voit des messages de phishing concernant tel sujet, It's Me parfois, mais par exemple, My e-box, ou ça peut être d'autres messages. Ils vont jusqu'à, quand il n'y a pas trop de nouveaux messages de phishing, heureusement ça arrive encore,
par vous envoyer des petits messages sur des conseils. Tiens, est-ce que vous savez comment mieux sécuriser vos mots de passe? Finalement, cette application, c'est votre passeport pour votre sécurité en ligne, que ce soit de la fraude ou de la cybersécurité. Alors, elle fait ce que je viens d'expliquer, elle envoie les alertes, qui pour moi est la fonction la plus extraordinaire, la plus fantastique de cette application. Elle vous donne accès au site Cellphone Web, mais elle va aussi faire un truc auquel on ne pense pas toujours. Elle va vérifier si votre réseau informatique à la maison est utilisé par des cybercriminels. Alors, attention, parce que quand on dit ça, on dit « mais est-ce que le gouvernement va venir sur mon ordinateur ou mon réseau à la maison ?» Pas du tout. Ils ne vont pas rentrer sur votre réseau. Oui, vous devez donner quelques informations comme votre email quand vous la configurez, parce qu'ils vont vous envoyer un mail avec un code, d'ailleurs, 2 facteurs, un deuxième facteur par email, pour être sûr que ce soit vous qui activez cette application. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour voir si votre réseau pourrait être infecté et utilisé à votre insu? Ils vont aller sur Internet, voir des sources qui sont gratuites, d'autres qu'ils payent, pour aller voir si ce réseau qui est le vôtre a été reconnu quelque part pour lancer une attaque. Parce que parfois, on a un virus sur notre ordinateur et ce virus, sans qu'on le sache, il va lancer des attaques sur Internet dans notre dos. Maintenant, vous pourriez être informé de ça. Donc, je pense qu'il y a toutes les raisons d'installer cette application aujourd'hui. Ok, très intéressant. Avant de passer dans la troisième partie sur la fraude sur les smartphones, encore quand même une question de Françoise. Elle dit « Mon smartphone est piraté, comment m'en sortir ?» Et en fait, je me suis dit, c'est un peu comme une autre question d'une autre personne qui a demandé « J'ai un smartphone que je veux offrir à mon petit-fils pour Noël. Comment est-ce que je dois préparer l'appareil ?» Je pense que c'est un peu dans la oui, parce que la réponse est un petit peu la même, que l'on prépare son smartphone pour le vendre ou l'offrir à quelqu'un de sa famille, ou malheureusement, si on a attrapé un virus, il faut ce qu'on appelle le remettre dans les paramètres d'usine, c'est-à-dire comme quand vous l'avez sorti de la boîte, quand vous l'avez acheté, à savoir qu'il n'y a rien dessus. Donc, je vais plutôt parler du smartphone qui a été infecté. Dans ce cas-là, la seule manière de faire, c'est de tout effacer, de le remettre comme au sortir de la boîte et de réinstaller vos applications manuellement. Alors attention, parce que là, il y a une petite nuance à faire. J'ai parlé des sauvegardes, des backups tout à l'heure. Si vous aviez des sauvegardes, je déconseille d'aller réinstaller la dernière sauvegarde. Si vous savez quand est-ce que vous avez été infecté, mais que vous êtes sûr de cette date, parce que parfois on s'en rend compte, mais ça fait déjà 1 mois qu'on est infecté. Mais si vous êtes sûr de la date, vous pouvez réinstaller une sauvegarde d'avant. Si ce n'est pas le cas, mon conseil, c'est de le réinitialiser complètement. Vous pouvez réinstaller toutes vos données personnelles du style vos photos, vos documents, mais les applications, vous les retéléchargez manuellement une par une. Parce que s'il est infecté, c'est qu'il y a de très grandes chances que l'une de vos applications était infectée. Si elle a été découverte en tant qu'infectée, elle ne sera plus sur l'App Store et ça vous évitera de la retélécharger. Ok. Donc, la fraude est aussi sur nos smartphones maintenant. Est-ce une évolution récente et est-ce que je peux m'en protéger facilement? Alors, si je voulais faire vite, je dirais oui et oui. Mais je vais vous donner un tout petit peu plus d'informations. Oui, effectivement, on voit que la fraude est arrivée sur nos smartphones. Alors, c'est pas que les smartphones sont moins sûrs qu'avant. C'est simplement ils vont utiliser un canal, les fraudeurs vont utiliser un canal qu'ils utilisaient moins avant, à savoir le SMS. Et aujourd'hui, il y a jusqu'à 5 fois plus de SMS que d'emails de phishing aujourd'hui. C'est devenu le premier vecteur de phishing, en tout cas en Belgique. Et puis la deuxième évolution, c'est qu'on voit de moins en moins de phishing qui est lié à votre banque. Au début, c'était toujours ça. Vous aviez des messages de phishing d'ING, KBC, Belfius, etc. Enfin, ça, c'était les fraudeurs qui décidaient. Ça n'avait rien à voir avec la banque. Mais aujourd'hui, on voit d'autres marques. Alors, on en a parlé tout à l'heure, It's Me. En fait, ils vont utiliser les marques ou les noms d'institutions en fonction de l'actualité. It's Me, on l'a beaucoup utilisé pour le Covid Safe Ticket. Les gens ont l'habitude d'utiliser, on va envoyer un message dessus. Qu'est-ce qu'on a vu très récemment? Je vous montrerai un message. Le 3e vaccin pour le Covid. Le 3e vaccin pour le Covid est venu dans la presse. On sait qu'on va être vacciné, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, d'un 3e vaccin. Eh bien, il y a eu des messages pour dire « Vous allez avoir votre 3e vaccin, voici plus d'informations, cliquez ici ». Et il y a
plein d'exemples. Je veux dire, le premier, c'est NJ. Alors, ils sont dans plusieurs langues parce qu'on vous a montré tel qu'on les a reçus. C'est pas nous qui avons choisi la langue du message. Mais le premier NJ d'un fournisseur d'énergie, vous dit que vous avez payé 2 fois votre facture de 85 €. L'administration fédérale vous promet un remboursement de 189 € ou It's me, vous savez le lire vous-même en français. D'ailleurs, intéressant, il n'y a pas d'institution qui vous envoie des messages dans les 2 langues parce qu'ils vous connaissent. Ceux qui vous les envoient dans les 2 langues, déjà, c'est ceux qui ne savent pas qui vous êtes. Donc, en général, ce n'est pas la personne qui lisent qu'ils sont. Le message dont je parlais sur le Covid, le voilà. Celui-là, il est très frais et il se peut que vous l'ayez aujourd'hui dans votre boîte email. Si vous le voyez, mettez-le à la poubelle. Mais avant, je vous expliquerai ce qu'il faudra faire tout à l'heure, à la fin de cette partie sur la fraude. Donc, en gros, il y a beaucoup plus de messages aujourd'hui qui sont génériques. Alors, c'est un truc qui a changé. Parce que quand vous cliquez sur les liens dans ces messages, eh bien, vous allez voir un nouvel écran qu'on n'avait pas l'habitude, d'ailleurs que nous, on ne connaît pas. Ça n'a pas été développé par les banques. Le premier, c'est pour la fraude It's me, ce n'est pas un écran It's me. Le deuxième est un message frauduleux. Il est amusant parce que c'est un message de la Flandre en français. Alors que, bon, a priori, les messages de la Flandre vont plutôt être faits en néerlandais. Mais cet écran va vous demander de choisir votre banque. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, d'abord, ils vont essayer de vous avoir avec un SMS parce qu'on va le voir tout de suite. Et deuxièmement, ils vont pouvoir toucher tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est la personne qui va cliquer qui va choisir sa banque. Donc, en gros, quelle que soit la banque dans laquelle on se trouve, si on reçoit ce message, on peut être potentiellement victime de phishing. Alors, ça, c'est ce qui se passe. Maintenant, il y a des moyens de se protéger. La première question, et c'est de la logique, est-ce que c'est normal que je reçoive ce message? Est-ce que j'ai payé ma facture d'électricité 2 fois? D'abord, est-ce que je suis client NJ? Non, déjà, hop, c'est réglé. Mais est-ce que j'ai payé ma facture d'électricité 2 fois? Déjà, je peux vérifier. Je vais sur mon app de mobile banking, je peux voir si j'ai 2 paiements. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Ensuite, le message, le libellé du message. Il y a des choses que les marques et les institutions ne font pas, c'est utiliser la peur, la curiosité ou l'urgence. Il y a des choses que tous les fraudeurs font, c'est utiliser la peur, la curiosité ou l'urgence. Donc si on vous dit « Oh, attention, si vous ne réagissez pas tout de suite, il va se passer un truc super grave. On va bloquer votre compte, je ne sais même pas quoi, enfin d'ailleurs. » C'est pas normal. Si on vous dit attention, quelqu'un est allé sur votre compte bancaire, on a découvert quelque chose, réagissez tout de suite ou vous allez perdre de l'argent. C'est pas normal. Quand on utilise la peur, la curiosité ou l'urgence, en général, il faut réfléchir. Il faut réfléchir et il faut vérifier. Donc si vous voyez ça dans un message, prenez un peu de temps et vérifiez. Ça n'est pas parce que c'est un SMS qu'il faut agir dans la seconde. On peut prendre 5 minutes pour regarder et réfléchir, ça ne va rien changer. Et ça, malheureusement, on le voit dans les études, quand on reçoit un message, on a tendance à très vite réagir, interagir et cliquer, alors que finalement, rien ne nous oblige à aller aussi vite. Et vérifier, on vérifie où? Alors, d'abord chez nous, parce qu'on a un site ing.be/fraude. Effectivement, on a des t-shirts en plus qui sont faits pour ça, mais sur lesquels nous mettons à jour très régulièrement les nouveaux messages de phishing que nous voyons. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, l'application SafeOnWeb ou le site de SafeOnWeb, vous le voyez dans la partie grise en bas de l'écran, ce sont les dernières alertes. Dans l'app, c'est très pratique parce qu'elles sont toutes les unes au-dessus des autres, classées par date. Vous pouvez les trouver facilement. Là, vous savez vérifier. Il y a de très grandes chances que vous ne soyez pas le premier à avoir reçu ce message et qu'il y ait déjà une alerte qui court pour dire attention à ce message. Mais il y a d'autres moyens de se protéger. La première chose, c'est de lire le lien vers lequel on va. On peut très bien, et c'est pas très difficile quand on a compris comment ça marchait, on va vous l'expliquer, savoir vers où le message va vous envoyer. Et je propose qu'on regarde une petite vidéo d'1 minute qui vous explique comment vous pouvez faire. Passer sa souris sur un hyperlien dans un email pour savoir vers quel site il dirige, c'est malin. Savez-vous comment lire un hyperlien? Les cybercriminels savent que beaucoup de gens vérifient vers où dirige un hyperlien dans un email. Alors, ils créent maintenant des hyperliens logiques et lisibles pour tromper leurs victimes. Pour savoir vers quel site dirige un hyperlien, il est important de lire la bonne partie de l'URL, en orange dans nos exemples. Cet hyperlien n'est peut-être pas très clair. Pourtant, vous pouvez être certain d'une chose, il vous conduira sur ing.be. Cet hyperlien est lisible et il a l'air de pointer vers la page de login de Homebank d'ING. Par contre, le site sur lequel il vous dirige est bank.be. Ce n'est pas le site d'ING Belgique,
Et c'est donc un lien frauduleux. Rappelez-vous, la partie importante dans un hyperlien est celle juste avant le premier slash, sans compter le https://. C'est en fait le site vers lequel pointe l'hyperlien. Donc voilà, en fait. Allez lire ce qui se passe juste avant le premier slash, et on peut prendre cet exemple-là. On peut prendre aussi tous les exemples de fraude que nous avons vus ici. Ce sont des messages que je vous ai montrés tout à l'heure. On voit le site, le lien qui est montré dans le message. Vous voyez bien que le premier, ing.be.site, c'est pas nous. Que carstop.be-3.in, c'est pas Cartstop. Ce que je veux dire, c'est que quand vous recevez un SMS, on ne peut pas cacher le lien avec un bouton cliqué ici. C'est vraiment le lien vers où vous allez. Vous pouvez facilement voir où vous allez et donc découvrir qu'il y a quelque chose d'anormal. Prenez juste le temps, c'est ce que je disais, prenez le temps de vérifier. Et s'il y a une règle à retenir, il y en a peut-être d'autres, mais s'il y en a une que vous devez retenir, c'est qu'un message avec un lien qui vous emmène vers votre banque en ligne de toute façon, mais plus généralement, vers une page d'identification, quelle qu'elle soit, votre email, votre Gmail, ou même au bureau, même dans l'environnement professionnel, on a vu ça, un message avec un lien qui m'emmène vers une page d'identification de Office 365, par exemple, c'est une technique de phishing. Donc c'est là où on doit vérifier, prendre son temps, regarder et se dire c'est pas normal. De toute façon, si vous avez un doute et que vous souhaitez quand même aller voir sur ce site, allez-y par vous-même. Ouvrez votre navigateur Internet et tapez www.ing.be dans notre cas par exemple. Là, vous êtes sûr d'aller sur le bon site. Vous pouvez aussi mettre ce site dans vos favoris. Comme ça, si jamais vous l'avez oublié ou qu'il est plus compliqué que www.ing.be, mais vous l'avez là, mais au moins vous y allez par vous-même. Et donc, si ça vous emmène vers une page de login, vous vous arrêtez tout de suite et vous vérifiez. Donc, si je résume un peu les recommandations, Alexandre, que tu nous as données, c'est d'abord, prenez le temps de vérifier. Ça, c'est vraiment, ça semble être le plus important. Absolument. Pour casser un peu cette idée d'urgence du fraudeur. Alors, ne jamais rentrer les codes de votre lecteur de carte si vous venez d'un message électronique. Ça, comme tu as très bien expliqué. Et le troisième, ça c'est très important, donc ING, dans les SMS, ne met jamais de lien. Donc il est très simple, vous recevez un SMS de ING avec un lien dedans, ce n'est pas ING. Nous ne faisons pas ça. Ici, 2 exemples, c'est des faux SMS, ça ne vient pas d'ING. Donc c'est super simple comme règle. Exactement. Alors, juste une toute petite nuance là. C'est vrai et que nous ne mettons plus de liens dans nos SMS ou les messages WhatsApp, etc. Mais il y en a toujours dans les emails. Après, je vois des gens qui me disent, mais vous disiez que... Non. Parce que le SMS, il arrive comme ça sur mon téléphone et il me fait un peu peur. On s'est dit, bon, on va rajouter une sécurité, on va enlever le lien pour éviter que des gens puissent se faire avoir. Donc, un SMS d'ING avec un lien, c'est pas ING. Maintenant, si malheureusement vous veniez d'être fraude d'une victime, ça arrive, ça peut arriver, ça arrive, contactez-nous le plus vite possible. Il y a moyen, pas dans tous les cas, et ça dépend de la vitesse à laquelle on peut réagir, mais il y a moyen de bloquer le transfert ou de récupérer l'argent. Ça va dépendre de la vitesse de réaction. Donc surtout n'hésitez pas, d'abord appelez la banque. Et puis, je le disais tout à l'heure, si grâce au conseil que nous vous avons donné, vous découvrez un message de phishing, que ce soit d'ailleurs un SMS ou un email, eh bien envoyez-le nous, si c'est un qui porte notre nom, parce que ça nous intéresse de le savoir, et vous allez voir ce qu'on en fait. Si c'est un SMS, ce que je vous conseille, c'est de faire une copie d'écran, et vous pouvez l'envoyer par email sur phishing@ing.be. Si ça ne concerne pas ING, et je vous l'ai montré aujourd'hui, ça concerne de moins en moins le nom d'une banque. Ça n'a rien à voir avec les banques, ça n'a rien à voir avec les institutions dont ils usurpent l'identité. Ce sont les fraudeurs qui malheureusement décident. Mais là, vous l'envoyez à suspect@cephoneWeb.be. Dans les 2 cas, les équipes vont faire en sorte, de faire ce que nous faisons maintenant, de la sensibilisation, de mettre des alertes sur le site internet, le nôtre par exemple, ou sur l'application CPhoneWeb, mais aussi on va faire bloquer le site qui est derrière le lien. Pour que si une personne ensuite va cliquer sur ce lien, elle va tomber sur une page qui dit « ce site n'est plus accessible ». Donc en fait, en rapportant les messages de phishing ou les messages suspects, on aide à protéger le reste de la Belgique. C'est important.
Ok, merci Alexandre pour ces conseils très pratiques et très faciles à suivre, je dirais. Pour terminer, on va quand même vous montrer encore quelques liens utiles. Certains ont déjà été mentionnés, mais ici on a un résumé. Donc, d'abord, ing.be/fraude, qui explique tout sur la fraude. Donc ça, vraiment une page très importante. Et d'ailleurs, c'est ce qui est sur nos t-shirts aussi. On ne les vend pas. ing.be/security, là c'est aussi très intéressant, mais ça parle plus de la sécurité informatique. Et aussi sur notre page Facebook, nous faisons régulièrement des posts sur la sécurité. Pas exclusivement, mais donc sur facebook.com, ING Banque Belgique, c'est le compte à suivre absolument. Déjà mentionné plusieurs fois, safeonweb.be, le site du gouvernement qui est très 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 utile et qui parle de fraude, pas que sur les banques, mais aussi sur les autres grandes marques comme It's Me. Et puis en dernier, le podcast que je peux vous conseiller, Le fraudeur, le hacker et vous. En fait, c'est Alexandre et moi qui faisons ce podcast. C'est une initiative privée, mais qui est très utile et que vous pouvez suivre gratuitement via votre lecteur de podcast préféré. Donc ça, je vous conseille d'aller voir un peu ou sur Google Podcast ou Apple Podcast. Voilà, comme ça, on est arrivé à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Juste après cette présentation, vous allez être invité pour suivre une petite enquête. Donnez-nous votre opinion, comme ça nous pouvons améliorer ce webinaire, les prochains webinaires, parce qu'on veut en faire encore en 2022. Donc on sera de retour. Et donc si vous nous envoyez ce que vous avez pensé de celui-ci ou ce que vous désirez voir dans les futurs webinaires, n'hésitez pas de le mettre dans la petite enquête qui va suivre. À partir de demain, vous allez recevoir un mail avec un lien pour revoir le webinaire. Vous pouvez le revoir à votre aise quand ça vous arrange, mais aussi partager ce lien avec votre famille ou vos amis. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt dans un nouveau webinaire. Bonne soirée, au revoir.